terme de plus de 2 ans de discussions difficiles, le FMI et le Congo se sont accordés pour relancer l'économie du pays de Denis Sassou Nguesso. Le Fonds monétaire international annonce qu'il va accorder 448,6 millions de dollars sur 3 ans à Brazzaville, dont l'économie est plombée par la chute des prix du pétrole. Le conseil d'administration du FMI autorise le déblocage immédiat de 44,9 millions de dollars, alors que les négociations avaient été ralenties par le fait que les autorités du Congo-Brazzaville avaient caché une partie de la dette publique du pays. Ce décaissement devrait servir à aider Brazzaville à restaurer sa stabilité macroéconomique en préservant le caractère soutenable de cette dette dont un tiers est détenu par la Chine. Il vise par ailleurs à jeter les fondations d'une croissance plus forte et plus inclusive tout en améliorant la gouvernance afin de parvenir à plus d'efficacité et de transparence dans la gestion des ressources publiques, spécialement dans le secteur pétrolier. Signalons que le programme du FMI fera l'objet d'une évaluation tous les 6 mois. L'Afrique, continent qui se distingue par le plus fort taux d'entrepreneuriat féminin au monde, semble ne pas accorder une place importante à la femme dans sa révolution numérique. Alors que l'Afrique appuie son développement économique sur l'essor du digital, la place que réserve la révolution numérique aux femmes laisse encore à désirer. Pourtant, avec plus de 1,2 milliard d'habitants, dont la moitié a moins de 30 ans, le digital représente une réelle opportunité d'émancipation pour les femmes africaines, selon les experts. Ces femmes pourraient participer concrètement à la croissance économique du continent, selon ces experts, en s'appuyant notamment sur le digital. En effet, les nouvelles technologies répondent mieux à leurs problématiques d'emploi, en ce sens qu'elles leur permettent de dépasser les freins d'une société traditionnelle, de concilier activité professionnelle et vie familiale, ou encore de commercer différemment en s'adressant directement aux clients, sans passer par des intermédiaires trop souvent accapareurs de valeur. Libellé sous forme de 2 lignes de crédit, le nouveau financement de 100 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur de l'Angola est destiné à 2 principales opérations. Le premier prêt de 50 millions de dollars servira à accroître des prêts aux PME angolaises à travers des offres de financement allant jusqu'à un plafond de 5 millions de dollars. Ceci dans l'optique d'accélérer la stratégie d'inclusion financière des PME mise en place par le gouvernement du président João Lourenço pour diversifier l'économie angolaise. La deuxième ligne de crédit d'une valeur de 50 millions de dollars permettra à l'institution bancaire d'offrir des garanties d'acquisition de produits de base et d'équipements à l'étranger par l'émission de lettres de crédit. Cette nouvelle aide accordée par la Banque mondiale via sa filiale, la Société financière internationale SFI, à la Banco Millennium Atlantico, intervient alors que l'institution de Bretton Woods a multiplié ces derniers mois les annonces de prêts au gouvernement angolais pour financer le processus de transformation d'une économie largement dépendante de la manne pétrolière. En mai dernier, la Société financière internationale avait annoncé qu'elle ouvrirait un bureau de représentation à Luanda, la capitale angolaise. Après la période d'austérité qui a permis d'assainir l'économie sous la direction du FMI, l'Égypte retrouve ses bonnes notes avec des indicateurs au vert. En juin 2019, l'inflation annuelle des prix à la consommation en milieu urbain a chuté en Égypte. Elle s'est établie à 9,4% contre 14,1% en mai. Cette baisse est plus prononcée que celle attendue par de nombreux analystes après la flambée des prix des carburants dans le pays. En effet, l'Égypte a augmenté les prix des carburants qui sont passés de 16% à 30% dans le cadre d'un programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international et qui avait conduit à une inflation de 33% en 2017. Pour rappel, en 2016,
que le FMI avait proposé un programme de prêt sur 3 ans à l'Égypte sous condition de la mise en place d'un ensemble de réformes portant entre autres sur l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée, la dévaluation de la livre égyptienne et la réduction des subventions énergétiques. Le Caire avait alors approuvé un mécanisme permettant d'aligner les prix du carburant à la pompe à ceux pratiqués sur le marché international en délaissant progressivement la plupart des subventions du secteur de l'énergie. La revue de la politique énergétique amorce sa phase opérationnelle en Éthiopie. Le pays a opté pour la fin du rationnement de l'électricité sur l'ensemble de son territoire. L'objectif visé est, entre autres, de mieux répondre à la demande interne en électricité. Désormais donc, le secteur industriel sera alimenté en électricité entre 23h et 5h, tandis que les entreprises utilisant les machines de concassage de pierre devront totalement arrêter d'utiliser ces engins au cours du mois à venir. Toutefois, le rationnement continuera de s'appliquer aux petites, moyennes et grandes industries qui ne peuvent utiliser que la moitié de leurs besoins en électricité. La revue de la politique énergétique en cours en Éthiopie impacte aussi les pays voisins. C'est le cas du Soudan qui ne sera plus fourni en électricité à cause de la nécessité pour l'Éthiopie de mieux répondre à sa demande interne en énergie. Cette situation pourrait changer avec l'aboutissement du projet du barrage de la Grande Renaissance du long du Nil, prévu pour 2021 avec une capacité de production de 6000 MW. Cette géante infrastructure pourrait aider à trouver une solution à l'insuffisance énergétique de l'Éthiopie et de ses voisins. La population des personnes riches dont la fortune dépasse le million de dollars a baissé de 0,7% en Afrique en 2018. C'est ce qui ressort du rapport sur la richesse publié par Capgemini. Cette réalité fait de l'Afrique la seconde région au monde après l'Europe à avoir perdu le plus de riches. La fortune globale des riches africains est également en baisse de 7,1%. Comparé aux autres régions de la planète, le continent noir est celui dont la population des personnes à très haut revenu a le plus perdu d'argent en 2018. En dehors de l'Afrique, le train baissier est aussi noté au plan mondial. Pour la première fois depuis 7 ans, la population mondiale des riches et leurs fortunes ont respectivement baissé de 0,3% et de près de 3% en 2018. Seul le Moyen-Orient a vu augmenter la fortune de sa population riche. Cette situation est imputée principalement à la chute sensible des marchés des actions conjuguée à la lenteur de l'économie. Cependant, certains fortunés pris au cas par cas connaissent un essor considérable. Enfin, le Kenya est le 4e pays au monde après le Bangladesh, la Chine et le Vietnam, où la population d'ultra-riches affiche la croissance la plus rapide. À partir de 2020, une écotaxe de 1,5 à 18 € sur les billets d'avion sera mise en place pour tous les vols au départ de la France. L'objectif est d'amener les compagnies aériennes à passer à la caisse pour financer la future loi d'orientation sur la mobilité. Le prix à payer sera de 1,5 € en classe économique et 9 € pour la classe affaires sur les vols intérieurs et intra-européens. En ce qui concerne les vols en classe économique hors Union européenne, ils seront taxés 3 € pour la classe économique et 18 € pour la classe affaires. Seuls les vols vers la Corse, vers l'outre-mer et les vols en correspondance seront exemptés. La mesure sera intégrée au projet de loi de finances 2020 et s'appliquera à toutes les compagnies aériennes. Par an, elle devrait rapporter 182 millions d'euros destinés à des investissements pour des infrastructures de transport plus écologiques, notamment le ferroviaire. Son annonce intervient dans un contexte où la France est en passe de boucler l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités alors qu'il manquait 570 millions par an
pour financer les mesures annoncées, en particulier la rénovation de certaines routes en ligne de chemin de fer. Si vous ne prêtez pas de l'argent à l'économie, vous serez sanctionné. Telle est la menace que la Banque centrale du Nigeria fait peser sur les banques commerciales nigérianes. Elle exige de ces dernières un minimum de 60% de ratio de prêt sur les volumes de dépôt. L'injonction, qui est d'application immédiate, promet aussi de sanctionner les banques qui ne s'arrimeront pas à ce niveau. Elles devront renforcer leurs fonds propres d'un montant équivalent à 50% de la valeur du gap entre l'encours des crédits qu'elles devraient avoir normalement et celui présenté dans leur bilan. Le but visé par la Banque centrale à travers cette mesure est de relancer la consommation et les investissements privés, ce qui, à terme, devrait soutenir la croissance dans le pays. Pour certains analystes, cette approche de la Banque centrale nigériane présente des risques. En effet, l'augmentation des prêts aux PME et aux consommateurs que certaines banques jugent trop petits et trop risqués augmentera probablement le risque lié sur les actifs des banques. Ainsi, les banques de taille moyenne qui ont tendance à être davantage exposées aux prêts, à la consommation et aux PME ont également tendance à déclarer des ratios de prêts improductifs plus élevés que les grandes banques. Ces experts soulignent aussi qu'on devrait assister à une amélioration de la progression des crédits bancaires à l'économie et à une réduction des concentrations des risques pris par ces établissements financiers. Pour la deuxième fois en 3 mois, le gouvernement zimbabwéen opte pour une augmentation des salaires des fonctionnaires. La nouvelle mesure vise à atténuer les conséquences de l'inflation qu'enregistre le pays, laquelle inflation a contribué à éroder les revenus des travailleurs zimbabwéens. L'augmentation annoncée intervient moins de 3 mois après qu'une hausse de 29% des salaires a été introduite en mars 2019. Dans un contexte de réforme monétaire visant à réintroduire le dollar zimbabwéen d'ici à la fin de l'année, la nouvelle spirale d'inflation fait craindre un retour à la période d'hyperinflation qui a plongé le pays dans la crise économique dont il essaie de se sortir. En mai dernier, le niveau d'inflation du pays avait atteint les 97,85%, soit le plus haut enregistré depuis 10 ans. Un mois plus tard, soit au mois de juin, le gouvernement zimbabwéen avait fait de sa monnaie intérimaire la seule monnaie ayant cours légal dans le pays. Ceci avait soulevé des protestations de la part des organisations syndicales qui avaient menacé de mener des actions de masse pour contester la décision.